Et donc, je vais vous faire une présentation sur la réalité virtuelle et la médecine, et plus particulièrement l'Oculus Rift, justement. Alors, sous ce titre un peu fallacieux, l'Oculus Rift va-t-il vous sauver la vie? Je vais vous présenter un petit peu. Une présentation qui déjà n'est pas pour tout public, désolé, il va y avoir du sang, des expériences assez gore, mais c'est pour la bonne cause. Alors, pourquoi réalité virtuelle et chirurgie? Parce que effectivement, c'est pas forcément le domaine auquel on pense en premier quand on pense à la réalité virtuelle. En fait, c'est justement pour la dimension simulation. Vous connaissez peut-être Surgeon Simulator, ce fabuleux jeu qui a dû créer plus d'une vocation. Mais la simulation, ça a été le premier domaine d'application de la réalité virtuelle. Dès qu'on a un domaine où il faut recréer des expériences qui sont très coûteuses ou qui sont difficiles à reproduire, la réalité virtuelle, ça s'impose. Ça a été développé en grande partie pour les applications militaires. Et dans le domaine médical, il y a un certain nombre de besoins. Alors, le premier besoin, c'est... Alors, j'ai mis des Américains parce que c'est l'étude est faite sur eux, mais bon, c'est valable aussi pour nous. Entre 45 000 et 100 000 Américains meurent chaque année directement à cause d'une erreur médicale qui aurait pu être évitée. Et ça fait 5 Boeing chaque semaine. Et plus de 5% des morts aux US sont liées à une erreur médicale. Donc en gros, il y a des choses à améliorer là-dessus, il y a énormément de choses à améliorer, notamment dans la chirurgie. Et une autre grande partie du besoin, c'est qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de se former à des procédures médicales. La raison principale, c'est que aujourd'hui on est beaucoup plus sensible aux risques médico-légaux qu'auparavant, et que donc on dit moins à l'interne, allez viens, vas-y, fais-toi plaisir, et je te le laisse. C'est plutôt une bonne chose, mais ça fait le fait qu'il est plus difficile aujourd'hui quand on est un jeune chirurgien de s'initier à des procédures. Alors, la simulation dans le domaine militaire, elle est millénaire. Les jeux d'échecs, on dit qu'ils ont été inventés pour justement simuler de la stratégie militaire. Mais le vrai décollage de la simulation, c'est en 1933 avec ce truc qui s'appelle le Link Trainer, qui a été le premier simulateur de vol suite que l'armée a acheté en masse quand ils ont crashé 6 de leurs avions un beau jour de 1933, je crois. Et en simulation, en chirurgie, la simulation, elle date d'il y a encore plus longtemps. Premier simulateur de chirurgie, c'est ça, c'est les cadavres. Et donc ça date d'il y a vraiment des centaines d'années. Dès que l'Église a à peu près autorisé à ce qu'on découpe des gens, c'était la manière de s'entraîner à la chirurgie. Il y a même des lieux qui s'appellent des théâtres d'anatomie qui servaient spécifiquement à ça. Vous pouvez voir qu'on organise des soirées sympas. Et ensuite, dans la simulation, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des mannequins. Ça, c'est le mannequin, vous connaissez peut-être, c'est une formation à la Croix-Rouge. Des mannequins qui simulent le corps humain. Il y a eu ce monument Dr Maboul qui, avant Surgeon Simulator, a créé des vocations. Et des jeux réalistes. Alors il y a quelques jeux, Life and Death, un jeu en 1988 PC qui se voulait être un simulateur réaliste de chirurgie. Mais le vrai domaine où il y a eu de la simulation, c'est la réalité virtuelle. Et ça date de 1990-1991. En fait, en 1990, on voit une explosion des simulateurs. Ça, c'est des différents types de simulateurs et les années avec lesquelles ils sont apparus. Donc ça a vraiment explosé entre 1987 et 2005. Alors j'ai été chercher sur PubMed, qui est le site où il y a toutes les publications médicales depuis 50 ans, le nombre de publics qui contiennent le terme réalité virtuelle. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit quand même une courbe depuis les années 90 qui est assez régulière et qui est exponentielle, et que même avant l'Oculus, avant 2012, c'est-à-dire on dit énormément que l'Oculus a lancé ou relancé la réalité virtuelle, dans le domaine médical, ça s'est jamais trop arrêté, quoi. Ça poursuit son petit bonhomme de chemin depuis quelques années, et c'est clair que l'Oculus ne va faire qu'améliorer ces choses-là. Mais la vraie explosion dans les années 90 des simulateurs, ça a été quelque chose qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Alors attention les yeux. Chirurgie traditionnelle, on ouvre le gars en deux, on regarde ce qu'il y a, on fait son boulot, on ferme. Chirurgie mini-invasive, on fait un petit trou, du gros trou que vous avez là, et on utilise des caméras, donc des endoscopes, des mini-caméras sur des fibres optiques pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça veut dire que la chirurgie devient une chirurgie
assisté par un écran. Vous êtes plus dans une chirurgie à ciel ouvert, vous êtes en train d'opérer le patient, vous êtes sur une chirurgie où finalement vous êtes tout le temps en train de regarder un écran pour opérer. Donc ça a été un changement fondamental à la manière dont est pratiquée la chirurgie. Alors c'est pas encore disponible, c'est des technologies relativement nouvelles qui sont pas encore disponibles pour toutes les procédures, mais c'est clair que pour le patient, il y a un effet extrêmement bénéfique au lieu d'avoir une coupure, d'être coupé en deux, d'avoir une côte écartée de manière ultra traumatisante. Vous avez juste des petits trous, des petites pointes. Et la machine qui incarne vraiment ça, c'est le Da Vinci. Donc le Da Vinci, c'est arrivé dans les années 2000, et c'est un robot chirurgical. Quand on dit robot chirurgical, c'est quand même le médecin qui se tape tout le boulot, mais derrière une console, vous pouvez voir, mais qui a l'air un petit peu autiste, et derrière c'est la machine justement qui va pouvoir, avec une très grande précision, répliquer les gestes du chirurgien. Alors, quand on voit cette image, ça fait forcément penser à ça, c'est-à-dire que la chirurgie devient du jeu vidéo, quoi. Et vous avez un certain nombre de simulateurs justement qui permettent. Le principe du Da Vinci, c'est que vous avez deux pinces. Vous avez donc avec vos mains pour reproduire un peu le mouvement de ces deux pinces, et qui vont vous permettre d'intervenir au niveau chirurgical. Et donc on utilise des simulateurs qui utilisent également Da Vinci pour faire des nœuds, par exemple, pour apprendre la fragmentation, etc. Donc ces simulateurs, ils sont pas mal pour cet usage-là. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'ils sont pas plus répandus, parce que finalement, on s'aperçoit que les médecins utilisent assez peu de simulateurs, et sauf dans ces chirurgies invasives, il y a très peu de simulateurs. Alors, là, il y a un problème de marché, c'est que le marché de la simulation médicale, c'est pas grand-chose. Il y a pas mal d'opérations qui sont faites. Et quand on compare le marché de la simulation médicale qui est estimé à 100 millions de dollars max, quand on compare un marché comme le marché du jeu vidéo, on voit un petit peu les forces qui sont en concurrence. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre, et c'est un petit peu le message que je fais passer aujourd'hui, à énormément d'innovations dans le domaine de la médecine qui vont venir du jeu vidéo, et Oculus est un acteur justement qui va consciemment ou inconsciemment, je pense pas que ce soit du tout dans leur stratégie, mais qui va quand même attirer une énorme révolution dans le domaine médical, dans la chirurgie, presque sans le vouloir. Parce que pour faire un bon simulateur, il y a 3 gros problèmes. Il y a un problème, c'est les corps mous. Comment est-ce qu'on crée des modèles physiques réalistes? Quand vous êtes dans la chirurgie, vous n'êtes pas en train de faire de l'architecture, vous êtes sur des choses qui bougent, qui sont molles, et donc si vous voulez créer un simulateur réaliste, il faut que vous puissiez retranscrire ce genre d'interaction, et ça c'est très compliqué. Bon, visuel, on a les mêmes enjeux que sur le Rift, il faut une résolution exceptionnelle, une possibilité de zoomer énormément, et une très faible latence, fatalement. Et en haptique, c'est comment est-ce que vous utilisez vos mains là-dessus. Alors, le sauveur, c'est le jeu vidéo qui arrive. Donc, au niveau des corps mous, on peut pas dire que la recherche dans le jeu vidéo a été très active, sauf si vous connaissez un peu la franchise Dead or Alive, c'est probablement eux qui ont fait plus de recherches sur ce sujet. Mais au niveau des visuels et probablement au niveau de l'haptique, c'est justement l'Oculus va avoir un impact, à mon sens, vraiment très intéressant. C'est-à-dire, ils ouvrent un peu une nouvelle voie dans ce simulateur. Donc, le Graal c'est un simulateur réaliste qui puisse à la fois être bon sur l'haptique, sur les corps mous, sur le visuel. C'est pas possible aujourd'hui. Et donc, tous les simulateurs que vous avez vus précédemment, là, la plupart se sont plantés parce que ils arrivaient, justement, c'est un mauvais simulateur, n'a aucun intérêt, parce que si vous, face à la situation réelle, vous n'avez pas les mêmes sensations que face au simulateur, ça n'a pas d'intérêt. Mais donc, ce qui commence à marcher aujourd'hui en consumer VR, c'est la dimension visuelle. Et l'haptique va probablement suivre, va probablement y avoir un boost en termes d'haptique, poussé par ces volumes financiers du jeu vidéo et par l'intérêt de nouvelles interfaces. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut créer des simulations, alors je sais pas si on peut appeler ça des simulations, mais intéressantes en réalité virtuelle uniquement à partir des éléments visuels. Alors c'est là où moi j'interviens. Donc avec cette entreprise que j'ai montée qui s'appelle Surgery, alors c'est difficile à prononcer. Et donc on est plusieurs. Et qu'est-ce qu'on a fait cet été? On a filmé la première intervention médicale pour l'Oculus Rift. Donc c'est la première XP médicale pour l'Oculus. Donc on a été pas mal de suites à un post que j'avais posté sur Reddit. On a été repris pas mal dans la presse. Alors pas du tout dans la presse française. Donc alors qu'on a fait ça à Paris, donc c'est un petit peu dommage. Et
qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait de la vidéo, mais la vidéo, ça a été démontré dans la littérature, désolé pour l'image, que c'était quand même un moyen d'apprentissage efficace, aussi efficace parfois que du mentoring, que d'avoir un gars derrière vous qui vous explique comment faire. On est convaincus, et je pense que vous êtes tous là aujourd'hui pour ça, que la réalité virtuelle est enfin là, enfin abordable, et elle va être là pour durer. Et il y a pas mal de recherches qui arrivent, des papiers, notamment Stanford qui a pas mal bossé sur le sujet, qui montrent que si vous avez une sensation de présence, ça va considérablement améliorer l'apprentissage. C'est-à-dire que votre cerveau, il est fait pour finalement vivre des situations et retenir des choses des situations que vous avez vécues. Et si vous êtes capable d'émuler ça avec de la réalité virtuelle, donc donner l'impression que vous êtes ici le chirurgien, vous allez apprendre plus efficacement que dans la vraie vie. Puis après, la réalité virtuelle, c'est un outil marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nouveauté, comme les tablettes ont été une nouveauté, et ça reste un bon moyen aujourd'hui de faire vivre des expériences fortes à des clients. Donc les ambitions qu'on a derrière, c'est premièrement faire de la formation. Donc actuellement, les marchés que nous on explore, et donc on commence à avoir quelques prospects très intéressants sur ces marchés, c'est dématérialiser la formation. Formation médicale, c'est des choses qui sont assez coûteuses. Alors on va pas remplacer du tout la formation de mettre un chirurgien devant un patient et de voir ce qu'il donne, mais on va remplacer la formation de représentants médicaux qui doivent vendre des prothèses, des medical devices, qui doivent eux se former aussi pour discuter avec des chirurgiens sur l'intérêt de telle prothèse par rapport à telle autre. On va former des chirurgiens qui viennent d'acheter par leur hôpital un certain nombre de prothèses et qui veulent, avant la chirurgie, revoir un petit peu les différentes étapes pour insérer le produit. La deuxième ambition, c'est d'aller sur des choses comme le live, pour quelque chose qui s'appelle du mentoring, c'est-à-dire pour un chirurgien puisse assister à un autre en live. On pense que la réalité virtuelle va être plus efficace que 5 outils vidéo pour ce genre de choses. Et troisième, c'est pourquoi pas, l'idée, même si ça paraît difficile qu'une start-up peut s'attaquer à ça, d'entrer au bloc. Vous l'avez vu tout à l'heure, la chirurgie aujourd'hui, c'est regarder un écran. Il y a pas mal d'actes chirurgicaux qui demandent pas ou peu tout ce qui est d'endoscopie, etc. C'est du diagnostic, donc on va vous demander juste de regarder ce qui se passe, pas forcément d'opérer. Et finalement, on a plus besoin d'avoir un visuel parfait sur l'intérieur du corps du patient que sur ce que ses mains sont en train de faire, qui sont juste en train de faire des mouvements assez basiques. Donc pourquoi pas demain équiper un chirurgien d'un dispositif, d'un casque comme l'Oculus pour dans le contexte opératoire. Et donc notre première ambition avant ça, c'est quand même de créer une expérience utilisateur efficace pour la formation professionnelle et tester globalement les possibilités du Rift en termes d'outils professionnels. Personnellement, je suis convaincu que le Rift a autant de potentiel pour le jeu vidéo, pour des marchés de présence qui vous faire vivre des expériences que vous pouvez pas vivre ailleurs, que pour dans le train retrouver ces 3 écrans comme à la maison et pouvoir développer, retrouver son environnement professionnel avec justement une surface d'affichage importante. Donc Sony est en train a sorti ça au Japon il y a 2 ans. Donc un casque qui permet effectivement de faire ce qu'on a dit, mais bon, c'est le casque de Sony et je sais pas si vous l'avez testé, mais c'est un dérivé du casque qui sont sortis pour le grand public. Et il n'est pas aussi performant qu'un Oculus en termes de tracking. Et la suite, le Graal de tout chirurgien qui se respecte, c'est la réalité augmentée. Donc c'est d'avoir des modèles déformables. Donc là on voit un mesh autour d'un foie, je crois. C'est à Strasbourg une équipe qui travaille depuis 4 ans sur le fait de simuler des corps mous et donc d'être capable d'avoir finalement une modélisation réaliste d'un organe pendant la chirurgie. Et vraiment le Graal du chirurgien, c'est de pouvoir avoir de la réalité augmentée, des infos sur le patient, des infos avoir le scanner du patient, avoir le squelette du patient, etc., directement sur le patient ou sur l'image qu'il a devant les yeux. Et c'est clairement là où va le futur, et je suis convaincu à titre personnel que Oculus est en train de travailler sur un sous-ensemble de problèmes de la réalité augmentée, et est en train de devenir un des acteurs majeurs de ce marché de la réalité augmentée qui vont arriver, parce que les enjeux de tracking, les enjeux de latence qu'ils sont en train de résoudre, finalement vont servir à la réalité augmentée. Et Eric, qui va faire la démo tout à l'heure, va montrer des choses qui commencent à se rapprocher aussi fortement de la réalité augmentée. Et petit message pour finir,
et qu'on aime les développeurs, et que si ça vous intéresse justement de rejoindre un projet et de voir ce que peut faire la réalité virtuelle pour la médecine, mais également pour le cadre professionnel, parlez-moi tout à l'heure ou shootez-moi un mail à remy.rousseau@gmail.com. 0. Session complète. Voilà. Alors il me semble que si tu reappuies sur l'écran, Ouais. on va avoir 5 minutes de questions. Ok. Et ça tombe bien, on va commencer avec eux. Parce que c'est trop longtemps de trouver des questions au tout début, là c'est drôle, c'est vrai. Donc, vous êtes en train de vous voulez donc créer une plateforme, un bon UX, un user experience pour l'apprentissage médical. Ouais. Mais est-ce que vous travaillez particulièrement avec un système d'input, un système une manette, un controller, un leap motion, quelque chose dans le genre? Est-ce que quand vous servez, quand vous testez votre plateforme, vous vous servez d'un type de input particulier? Alors, les deux inputs qu'on regarde plus sérieusement, c'est l'input du Gear de Samsung, parce qu'aujourd'hui on a signé un partenariat avec Samsung, c'est le casque, donc le Gear VR, le casque que Samsung a lancé avec Oculus, et le casque qui correspond mieux à nos attentes de portabilité, mais aussi de très haute résolution. Et donc le Gear est doté d'une petite surface tactile qui permet finalement de défiler un petit peu et de toucher. Mais on s'aperçoit qu'en utilisant son regard, enfin, pas vraiment son regard, c'est plutôt les déplacements de sa tête, plus cette surface tactile, on peut arriver à ce qu'on a une surface d'affichage extrêmement grande, à des possibilités d'UX déjà assez intéressantes. Donc pour de la navigation dans des menus, pour des choses comme ça. Pour tout ce qui est navigation fine, c'est-à-dire on a envie de pouvoir rentrer du texte, on a envie de pouvoir faire de la recherche sur des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est des choses que Eric va présenter dans quelques moments, c'est coupler une caméra au wrist et avoir un input device, avoir un objet dans les mains qui va vous servir justement à faire toutes ces interactions fines. Je pense qu'on navigue beaucoup mieux quand on touche un objet, on peut avoir des interactions beaucoup plus précises et fines que quand on est dans l'espace, et c'est pas dans l'espace que vous allez taper du texte, c'est par contre sur un iPhone vous en êtes capable. Donc, on regarde plutôt ce genre de choses, et rien d'existant en termes de hardware. C'est-à-dire que j'ai pu tester le Leap, alors c'était la dernière version, mais c'était pas avec le dernier firmware et tout ça, j'ai trouvé ça très décevant. Donc j'ai pas été convaincu de grand chose qui était aujourd'hui sur le marché en termes de device. Et nous, l'avantage, c'est qu'on amène la technologie, c'est-à-dire nos clients aujourd'hui vont acheter les casques en même temps qu'ils achètent nos soft et nos services de venir filmer les chirurgies. L'avantage, c'est qu'on peut leur refourguer n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais donner un peu rapide, mais l'avantage, je veux dire, c'est qu'on peut amener la solution de prédilection qu'on veut, y compris si elle est au stade de prototype. Donc c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin forcément d'un outil fini. On peut prototyper des choses. Et bien sûr, ce sera le meilleur outil pour ces choses. Je pense qu'on a le temps pour une deuxième question. Allez, qui se lance? Ouh, une main qui se lève, parfait. Alors, est-ce que vous avez ou comptez avoir des partenariats avec des laboratoires de recherche en réalité virtuelle ou qui font actuellement les simulateurs dont vous parliez? Ouais, on aimerait bien. C'est-à-dire, il y a beaucoup de labos qui font. Il y a beaucoup de recherches sur tout ce qui est endoscopie 3D en ce moment. Donc l'idée, c'est que la caméra qu'on voit, on met une double caméra en fait dans le corps du patient qui permet de capter en 3D. C'est très important la 3D pour les chirurgiens parce que on est en train de couper des trucs, de faire du volume, de plier des choses, de faire des nœuds, donc il faut absolument bien percevoir la distance. Donc on aimerait bien faire ça. Après c'est dans quelle mesure en tant que startup on peut vraiment se le permettre. Mais ça nous intéresse ce qui nous intéresse vraiment, c'est que la plupart de ces équipes de recherche travaillent sur du matériel de recherche qui n'est pas abordable. Et je pense que vraiment la révolution qu'amène le risque, c'est de mettre la réalité virtuelle à $350 sur le marché. Et que même dans le secteur médical, qui est un secteur, qui est un secteur qui est prêt à dépenser beaucoup pour des innovations, le fait que le prix soit moins cher permet de démocratiser considérablement les technologies. Donc, oui, on a envie de travailler avec des gens comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Rémi.